Salut! Aujourd'hui, on continue avec Caliban, mais cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer à la chasse aux sorcières. Comme on l'a vu dans la première vidéo, on est en plein développement du capitalisme et du prolétariat en Europe occidentale au XVe siècle. La communauté paysanne est très affaiblie par les enclosures, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est-à-dire la privatisation des terres, face à la petite noblesse, à l'État, à l'augmentation des taxes. On l'a vu aussi dans la première vidéo, les femmes sont particulièrement touchées par les enclosures et sont rendues très dépendantes des hommes. Ça va pas s'arranger à cette période parce que du coup en Europe occidentale, il y a de plus en plus de lois qui les rendent de moins en moins autonomes. Elles ont l'interdiction de conduire des activités économiques seules ou de vivre seules, de vivre avec d'autres femmes. Elles sont légalement déclarées imbéciles. Dans certains pays, on leur interdit même de sortir dans la rue. Comme elles sont plongées dans la misère, les femmes prolétaires vont se prostituer en masse. Mais comme on est dans un climat d'intense misogynie et de réforme protestante, l'État fait fermer les bordels, interdit la prostitution, il fait subir des atrocités aux prostituées comme la torture de la chaise à bascule. En France, le viol des prostituées est carrément dépénalisé. Ça, c'est un exemple, mais c'est une des choses que j'aime bien dans le livre de Silvia Federici, c'est qu'elle montre bien comment les élites, du coup là, à la fois religieuses et politiques, vont travailler ensemble pour forcer le progrès économique. Pour comprendre ce qui a motivé les élites à s'en prendre à ce point aux femmes, il faut un peu recontextualiser la situation de l'époque. On est dans une période où rien ne va plus, quoi. Il y a des famines, énormément de rébellions, des épidémies. La peste noire, au XIVe siècle, elle a tué entre 30 et 50% de la population européenne. Et donc elle a tué énormément de forces de travail. À cause des mauvaises conditions de vie, on fait de moins en moins d'enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui meurent très jeunes et les gens ont pas envie de se marier. Voilà, c'est un début difficile du capitalisme parce qu'on aura commencé à le comprendre dans la première vidéo. Le capitalisme, pour se développer, il repose sur l'accumulation des richesses. Et l'accumulation des richesses, elle est surtout permise par l'exploitation des travailleurs et s'approprier les fruits de leur travail. Donc, eh bien, les élites, dans ce début du capitalisme difficile, elles vont trouver des solutions pour quand même accumuler un maximum de richesses et donc de travailleurs. Une des solutions qu'elles trouvent, c'est la colonisation, dont on va parler davantage dans la troisième vidéo. Mais en fait, la colonisation et du coup trouver des travailleurs pas chers, voire gratuits en Amérique, par exemple, c'est pas une solution de long terme parce que les Européens exploitent et tuent tellement de personnes en Amérique qu'à un moment donné, il y a quand même une crise potentielle de la main-d'œuvre. Il y a aussi un autre facteur de la crise du travail au XVIe siècle en Europe, c'est tout simplement que les gens haïssent le salariat. Il y a un mouvement qui donne vraiment une bonne idée de ce qui se passe dans le rapport du peuple au salariat, c'est les diggers ou bêcheux. Alors, les diggers, c'est une communauté de chrétiens qui est composée d'ouvriers journaliers qui revendiquent que la terre est à personne, que tout le monde a le droit de la travailler sans payer de loyer ou de taxes, et que travailler pour un salaire est une honte. Les dirigeants et les intellectuels de l'époque se posent la question,
du lien entre travail, richesse et population. C'est à ce moment qu'apparaît la théorie mercantiliste. La théorie mercantiliste, c'est une des premières théories de politique économique. À la question comment on fait pour créer plus de richesse, eh bien, les mercantilistes répondent une nation est d'autant plus riche qu'elle possède de travailleurs disponibles. Concrètement, ça donne des choses très violentes. Parce que augmenter le nombre de travailleurs disponibles, ça veut dire contrôler les travailleurs et contrôler leur reproduction. Pour donner des exemples encore plus concrets, ça donne la chasse aux vagabonds, l'esclavagisme. On imagine qu'à cette époque, les enfants sont encore plus exploités qu'avant, enfin dès qu'ils sont capables de travailler. Ça crée aussi la lutte contre l'oisiveté, mais en fait concrètement, ça donne le travail forcé. C'est aussi à ce moment-là, et pour les mêmes raisons, qu'apparaît l'étude de la population, c'est-à-dire la démographie. À cette époque, il y a un tournant. On commence à voir les humains comme des matériaux à disposition de l'État pour produire ou reproduire la force de travail. Et justement, en parlant d'enfants, eh bien, au Moyen Âge, il y a énormément de remèdes à base de plantes pour contrôler la reproduction. Et du coup, les élites vont les interdire et vont s'attaquer aux sorcières et guérisseuses qui disposent de savoir autour de ces plantes, autour de la conception et la contraception. Dès le XVe siècle, les condamnations d'hérésie sont de plus en plus tournées vers les femmes. Dans les accusations d'hérésie, on retrouve l'infanticide, la perversion sexuelle et l'avortement. Ces chefs de condamnation, ils peuvent être regroupés sous le nom de maléficium. Avant, le mot maléficium, ça venait des pratiques des Sarrasins pendant la conquête arabe de pouvoirs magiques. Et du coup, ce mot-là, il va être détourné pour être dédié aux femmes, aux sorcières, pour regrouper l'idée qu'elles font des choses contre nature, qu'elles luttent contre toute vie nouvelle, humaine ou animale. Et cette idée-là, dans l'imaginaire, eh bien, elle va être retranscrite sous la forme de la femme âgée, repoussante, mais lubrique, du coup, qui a quand même une vie sexuelle alors qu'elle ne devrait plus en avoir, une vie sexuelle non reproductive. Et cette femme, eh bien, elle utilise des enfants pour ses potions. Les premiers procès pour sorcellerie ont lieu dès le XVe siècle, en Italie, en France, en Suisse, en Allemagne. Mais en fait, c'est vraiment avec le XVIe siècle, la crise démographique, que le nombre de procès explose. L'État, dans pas mal de pays, il va remplacer l'Inquisition pour mener à bien les procès. Dans les pays catholiques, on va reconnaître la peine capitale pour sorcellerie. Dans les pays protestants, on légalise la persécution des sorcières. Pour revenir aux sages-femmes, eh bien, elles sont peu à peu remplacées par les docteurs dans les salles d'accouchement. D'ailleurs, ça va s'accompagner d'un changement de l'éthique médicale. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, pendant l'accouchement par exemple, eh bien on va privilégier de sauver la vie du bébé plutôt que celle de la mère. On peut dire que les utérus deviennent un nouveau territoire public, un nouveau lieu d'accumulation primitive du capital. Ça transforme le corps des femmes en leur usine un peu. Le fait de criminaliser l'usage des plantes et de mettre complètement la sage-femme de côté, ça va vraiment déposséder les femmes des savoir-faire qu'elles se transmettaient de génération en génération. Alors voilà comment est née notre médecine occidentale d'aujourd'hui. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que sans avoir lu Caliban et la sorcière, il y a un côté de moi qui pourrait rester naïf et ne pas comprendre pourquoi il se passe des choses affreuses dans les hôpitaux, par exemple, comme eh bien, les agressions sexuelles sur des patientes par les docteurs quand elles sont sous anesthésie. C'est sûr que par rapport à la vision du mec sauveur habillé en blanc, c'est comme incohérent. Et en fait, grâce à Caliban et la sorcière, on comprend que le système médical d'aujourd'hui,
il est né dans la violence et il est né contre les femmes dès le début. Pour que le capitalisme s'installe, il suffit pas de changer ce qui concerne seulement la sphère économique. Non, en fait, pour installer le capitalisme, il faut remplacer une vision du monde par une autre. Concernant le projet qu'ont les élites d'asservir et de contrôler les femmes, eh bien, on va utiliser la culture. Et du coup, par exemple, dans la littérature, à l'époque de la transition du capitalisme, il y a 3 figures qui vont prédominer dans les œuvres. C'est la pute, qui a une sexualité non acceptée, la mégère, qui discute avec ses amis de choses mystérieuses et sans doute qui planifie des trucs louches, et la sorcière. Donc ces nouvelles figures culturelles, elles permettent de consolider la misogynie qui existe déjà à l'époque en rendant les femmes manipulatrices et dangereuses. Il y a aussi la publication du Malleus Maleficarum, qui veut dire le marteau des sorcières, qui a été écrit en 1486, je vérifie, oui, 1486 par Kramer et Sprenger, qui sont des inquisiteurs de l'ordre républicain, de l'ordre dominicain. Alors, qu'est-ce que c'est le Malleus Maleficarum? Eh ben, en fait, c'est un guide qui compile et codifie des vieilles croyances sur les sorcières, comme quoi elles sont inférieures en intelligence, qu'elles copulent avec le diable, qu'elles peuvent détruire les récoltes, qu'elles s'en prennent aux enfants, des choses comme ça. Mais ce guide, il explique aussi comment on extorque les confessions des sorcières, en réhabilitant totalement la torture, par exemple, pour avoir des aveux. Le Malleus Maleficarum, il dit qu'une rumeur suffit pour être alerté et dénoncer une sorcière. Ça crée un espèce de climat de suspicion, de voisins qui vont dénoncer les voisins, voire de gens qui sont encouragés à dénoncer des femmes de leur famille pour sorcellerie. Ce Malleus Maleficarum, il est très largement diffusé. Devinez grâce à quoi? Ben, une super invention qui est la nouvelle imprimerie. Ça a eu beaucoup de succès, ce guide, parmi les protestants, mais aussi parmi les catholiques. Parce que 2 ans avant l'apparition de ce guide, eh bien, le pape Innocent VIII avait déjà déclaré que la sorcellerie était un danger. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chasse aux sorcières n'aurait jamais eu autant d'ampleur sans un espèce de travail d'endoctrinement de masse pour faire reconnaître leur existence et faire craindre les sorcières. Alors, ce travail de lavage de cerveau, eh ben, il a été fait par tous les acteurs possibles. Les États-nations, qui ont fait front commun, même s'ils étaient censés être super en désaccord entre protestants et catholiques. L'administration aussi, parce que en fait, ça demandait un travail administratif de ouf, de faire circuler l'information sur les sorcières, faire que les procès puissent avoir lieu, faire les comptes rendus des procès, mettre en œuvre pas la police, mais un peu la police de l'époque qui faisait les arrestations. Et aussi, eh bien, les intellectuels de l'époque. En effet, eh bien, dans Caliban et la sorcière, Silvia Federici, elle parle de Galilée, Pascal, Descartes, Bacon, Shakespeare. Et ben, tous ces gars-là, ils en appellent au châtiment. Les sorcières sont persécutées, c'est vraiment le mot. Elles sont tuées, brûlées, torturées. On leur enfonce des aiguilles dans le corps à la recherche de la marque du diable. On les viole, on leur tord les membres, on leur casse les os. Voilà, c'est horrible. Et en fait, à côté d'elles, dans les bûchers, plus particulièrement à leurs pieds,
eh ben, on trouve les homosexuels parce que ils ont, un peu comme les sorcières, une activité sexuelle non reproductive. Et d'ailleurs, le mot faggot, qui désigne les homosexuels en anglais, eh bien, ça vient de là, les fagots, les petits bois pour les bûchers. Pour favoriser le changement culturel, eh bien, au milieu du XVIe siècle, on va interdire l'usage de la magie et des esprits. Alors, la magie, on pourra en donner plein de définitions, mais là, on peut dire que ça consiste à croire qu'il y a de la force dans toute chose. Les mots, les objets, tous les éléments de la nature. Le monde, il est un peu rendu imprévisible par la magie. Elle a son propre rapport au temps. Selon les périodes de l'année, les périodes de la journée, etc., eh ben, le temps n'a pas la même valeur, ou en tout cas, on fait pas les mêmes choses à n'importe quel moment de l'année ou de la journée. Et du coup, ben ça fait par exemple que les travailleurs, certains jours, ils se rendent pas travailler parce que c'est pas un jour propice au travail. Et peu importe l'efficacité réelle de la magie, en fait, déjà, croire en la magie, c'est un danger. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la magie, on peut obtenir des choses sans travailler. L'amour, la santé, la richesse, et même certains super pouvoirs, par exemple, comme être invisible. Et du coup, ça, les classes dominantes, les classes capitalistes, elles supportent pas le fait que certains individus détiennent des zones de savoir et de pouvoir. Avec la chasse aux sorcières, ce que veut faire la classe des modernisateurs, c'est détruire les modes de vie ruraux en s'attaquant aux femmes qui sont le lien avec la tradition. Or, la tradition, c'est un danger parce que ça empêche la transition vers le capitalisme. La magie, en fait, elle sert aux gens à comprendre, en tout cas à essayer d'influencer tous ces liens mystérieux qui se jouent entre toutes les choses pour essayer qu'ils jouent eh bien, en faveur d'un individu ou de la communauté. À l'époque, en tout cas, c'est ce que disent certains récits dans Caliban et la sorcière, la magie, elle est vraiment partout dans le quotidien des paysans et des paysannes. On utilise la magie pour retrouver un objet, lors des grossesses, lors des cultures, quand on ferme les fenêtres le soir. Et du coup, elle se retrouve souvent sous la forme d'incantations. Et ces incantations, souvent, elles sont laissées aux femmes. On a aussi beaucoup de suspicions envers les sabbats qui sont vus comme les réunions des sorcières, et un peu comme, qui sont un peu comme des orgies, mais aussi des réunions politiques. Et du coup, pendant ces sabbats, eh ben, les sorcières, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent le temps et l'espace de manière complètement déviante, pas productive. Elles vivent la nuit alors que les gens sont censés se reposer la nuit pour mieux travailler le lendemain. Enfin voilà, vous aurez compris l'idée. Pour continuer ce désenchantement du monde, eh bien on s'attaque aussi à la vision du corps humain. Le corps humain, dans les visions précapitalistes, magiques ou animistes, comme vous préférez, eh bien il est vu comme quelque chose de sacré. On estime que c'est les mêmes forces qui animent et qui expliquent le corps humain, ses lois internes, qu'on appelle le microcosme, et celles qui animent l'univers en entier, la nature, les éléments, qu'on appelle le macrocosme. À l'âge de la raison, on va essayer de détruire cette vision pour essayer de lier le corps au travail, de rationaliser un maximum le corps. Le corps, il doit plus être un lieu de hasard, de magie, de plaisir, mais ça doit être seulement un outil de travail. Descartes, pour ça, il vient proposer une vision mécaniste du corps, un peu à l'image d'une horloge qui est seulement constituée de rouages. Descartes, il dit que le corps, il est séparé de l'esprit, ce qui n'a rien à voir avec la vision magique ou traditionnelle du corps où tout est lié. Ben, lui, il dit que l'âme n'a rien à voir avec le corps,
et que le corps n'est qu'un outil de travail. Un outil de travail qu'il faut comprendre. Et du coup, à cette époque, il y a des dissections qui sont faites pour ça, pour essayer d'exploiter et d'extirper au mieux la force du corps, surtout du corps prolétaire. C'est aussi à cette époque-là qu'apparaît bien sûr l'anatomie. La rationalisation du corps, elle avait déjà commencé, mais surtout sur les femmes, à travers le contrôle de leur corps, de leur reproduction, l'interdiction de la sexualité non reproductive, de l'avortement, de la prostitution. Et ben là, du coup, cette rationalisation du corps, elle vient essayer de se poser sur le corps prolétaire en entier, qui est un peu considéré comme indomptable s'il conserve sa vision magique des choses. Cette partie sur le changement culturel, je trouve que elle est assez intéressante parce que on a souvent un imaginaire, j'ai l'impression que c'est vachement développé dans les films, mais peut-être à l'école aussi, je me rappelle plus, que en fait c'est un peu un peuple crétin complètement superstitieux du Moyen Âge qui brûle les sorcières, un peu par manque de connaissances, que le Moyen Âge c'est obscur, etc. Et en fait, Federici, elle dit que la chasse aux sorcières, c'est pas du tout l'œuvre du Moyen Âge et des superstitions, mais plutôt celle des élites qui veulent forcer à la transition au capitalisme. Et du coup, c'est une œuvre de la modernité. C'est une période où le peuple se rebelle tous les jours contre les dominants. Il y a une tension sociale de fou. Ici, Federici, elle essaye de lier ce qui est appelé à l'époque crime diabolique avec la lutte des classes. Pour démontrer qu'il y a un lien, eh ben, elle nous dit qu'en Angleterre, la plupart des femmes, enfin des personnes qui étaient accusées de sorcellerie, eh ben, c'était des femmes, des fermières, veuves par exemple, ou des mendiantes qui vivent de l'assistance publique qui n'ont pas de toit. Les principaux accusateurs, Federici nous dit que ils font plutôt partie des classes dominantes de la communauté. Souvent, c'est des employeurs ou des seigneurs. En tout cas, des gens qui ont un lien avec le pouvoir de l'État central. Et maintenant, on peut se demander de quoi sont accusées les sorcières. Eh bien, déjà, c'est très facile d'accuser quelqu'un de sorcellerie parce que les accusations sont toujours vagues, du genre elle a jeté le mauvais œil, elle a blasphémé, elle a sucé le sang d'un enfant, bon voilà, des trucs comme ça. Il y a l'histoire d'une veuve pauvre en Angleterre qui un jour cueille des poires sur le champ de son voisin sans lui demander l'autorisation. Et quand on lui demande de rendre les poires, elle les jette par terre. Et suite à ça, eh bien, il n'y aurait plus eu aucune poire qui aurait poussé sur le terrain. Bon voilà, c'est un peu les rumeurs qui circulent à cette époque. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les élites, eh ben, ils ont juste la trouille. Il y a des rébellions de fous, je le rappelle, mais surtout les élites, elles ont peur des femmes. Elles ont peur des mendiantes, mais aussi des servantes et des guérisseuses. Parce que eh ben, ces deux dernières, elles ont un statut particulier qui leur donne accès aux maisons des maîtres, aux maisons des dominants. Et du coup, les élites, elles vont les accuser de rentrer dans les maisons des maîtres pour leur causer du tort. Et ben c'est sûr en fait que les femmes à l'époque, elles se laissent pas faire. Pendant cette période de misère économique et sociale, les œuvres culturelles, les discours politiques et religieux font en sorte qu'on désigne les femmes ou les femmes sorcières comme les responsables des dégradations des conditions de vie des prolétaires. Il y a l'image par exemple
des sabbats où les sorcières se réunissent autour de banquets. Et du coup, il y a l'idée qu'en temps de famine, les sorcières jouissent des banquets, qu'elles sont gaspilleuses, égoïstes, qu'elles nuisent à la société. Et les hommes du peuple, au lieu de se tourner vers les véritables responsables de la dégradation de ces conditions de vie, enfin du désastre économique et social, eh bien, ils se retournent contre les femmes. Pourquoi? Eh bien, parce que la propagande a fait en sorte que les hommes croient que les outils que les femmes ont développés pour résister aux classes dominantes vont se retourner contre eux. Et par exemple, dans les œuvres culturelles, eh bien, les femmes sont représentées comme castratrices, manipulatrices. Elles causeraient l'impuissance, mais d'un autre côté, elles généreraient un désir incontrôlable. L'amoureux dans la littérature, eh ben, c'est vraiment le castré. La misogynie continue à être alimentée par toutes ces croyances. On se méfie de tout rassemblement de femmes, des commérages, alors qu'avant, le mot même commérage n'avait pas spécialement une connotation négative. Et du coup, pour dissuader les femmes, mais en fait tout opposant politique, parce qu'en fait ça fout la trouille à tout le monde cette chasse, eh ben on tue et on brûle les femmes dans la rue. À chaque période de contestation sociale forte, eh ben on a aussi un accroissement des persécutions. Les hommes, en plus de ne pas être solidaires des femmes de leur classe, eh ben, ils vont profiter de la chasse pour envoyer des maîtresses un peu encombrantes au bûcher. Bref, c'est la fin de la solidarité de classe. À la fin du XVIIe siècle, quand la discipline sociale a été instaurée et que même certains dominants commencent à être accusés de sorcellerie, eh bien la chasse s'arrête. Il y aura eu environ 200 000 accusations de sorcellerie, dont 80% concernaient des femmes, tout ça en 3 siècles. C'est un tel massacre que certains villages ne contiennent d'ailleurs même plus de femmes. Une théorie dit que c'est la rationalité qui a mis fin à la chasse aux sorcières, toujours avec cette idée que ce serait un Moyen-Âge obscur, superstitieux, qui serait entré dans la chasse. C'est sûr que la chasse aux sorcières, elle s'est appuyée sur un imaginaire médiéval des sorcières, autour du diable, etc. Mais pas que. L'argumentaire rationaliste et modernisateur a nourri cette chasse. Federici nous dit alors que la vraie raison de la fin de la chasse aux sorcières, c'est tout simplement que les femmes avaient perdu et qu'elles ne représentaient plus aucune menace pour la société. Avec les enclosures, la chasse aux sorcières et la révolution scientifique, les femmes sont passées d'un statut de mère nourricière, alors je dis pas que c'est le meilleur statut, mais voilà, à de simples ressources à exploiter. D'ailleurs, la nature est vue comme une femme qui doit être maîtrisée, violée, démasquée. Certains discours écoféministes d'aujourd'hui s'appuient sur cette comparaison pour dire que l'écologie doit aller de pair avec le féminisme, car l'exploitation excessive des ressources naturelles et le patriarcat viennent tous les deux de la même culture. Et d'ailleurs, en parlant de culture, eh bien, au XVIIe siècle, dans la littérature, suite bien sûr à la défaite des femmes, eh bien, il y a un nouveau modèle, une nouvelle représentation de la féminité qui apparaît. La femme est représentée comme quelqu'un de docile, de sage, un peu de saint, de maternant, d'économe. L'ancienne image négative des femmes est devenue superflue, obsolète. Quelles sont les conséquences de la chasse aux sorcières? La démographie et la sexualité deviennent des outils de contrôle politique. L'apparition du patriarcat salarié, c'est-à-dire que l'épouse travaille
aux côtés de son mari, mais que lui seul perçoit le salaire, et qu'en plus, elle lui garantit la reproduction de sa force de travail. Ça veut dire s'occuper de lui et du foyer, mais également faire des enfants. La perte des savoir-faire des femmes et la nouvelle enclosure qui concerne le corps des femmes, surtout des femmes prolétaires, eh ben, ça signe le début de la médecine professionnelle. Désormais, les femmes sont, ou l'utérus plus exactement, eh ben, c'est une machine à produire des bébés, des travailleurs. Les femmes perdent de l'autonomie par rapport à leur corps et la grossesse devient leur travail forcé. En s'organisant autour de la chasse aux sorcières, les États-nations se sont consolidés comme États-nations, mais aussi ça a permis l'unification des politiques des États-nations européens. Alors voilà, j'aimerais rajouter une toute dernière chose avant de vous laisser tranquille, c'est que je voudrais préciser que je fais pas ces vidéos pour Caliban pour montrer que c'était mieux avant. En fait, j'en sais rien et je pense que personne n'en sait rien de si c'était mieux avant ou pas. Moi, je pense que, eh ben, avant, il y avait des choses qui étaient pires que maintenant et des choses qui étaient mieux. L'objectif de mes vidéos, et je pense que c'est aussi un des objectifs de Silvia Federici, c'est de nous donner un autre point de vue sur l'histoire, c'est-à-dire sur l'analyse de comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et c'est aussi de repérer les mécanismes dans l'histoire qui se répètent dans des périodes et dans des lieux différents. C'est un mécanisme d'accumulation du capital. Ils vont se retrouver dans ma 3e vidéo parce qu'on va parler de la colonisation et de l'esclavage des populations non occidentales.